Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau webinaire. Je vous souhaite la bienvenue. C'est un nouveau webinaire de l'Institut français d'Allemagne. Aujourd'hui, c'est sur le projet Unsere Geschichte, notre histoire Bertrand Hertz, un projet qui a déjà été lancé il y a quelques années et qui ne concernait que quelques Länder et qui cette année va concerner toute l'Allemagne. On va commencer par notre habituel point technique pour discuter avec nous, interagir avec nous pendant le webinaire. Il y a deux manières de procéder. Soit vous utilisez l'onglet discussion, le chat, soit vous utilisez l'onglet questions-réponses, Fragen und Antworten, et ce sera donc pour les questions un peu plus spécifiques pour nos intervenants. En cas de problème technique, on a toujours Coralie Matija qui peut vous aider, à qui vous pouvez écrire dans le chat ou par mail avec l'adresse qui s'affiche sur le slide. Et évidemment, vous pourrez toujours revoir ce webinaire en ligne lorsque nous l'aurons posté d'ici quelques jours. Et vous pourrez évidemment le partager. Et nous vous enverrons un certificat de participation à la fin de ce webinaire. Du coup, le concours Notre Histoire, Unsere Geschichte, quelques précisions. C'est un concours porté par le Bureau de la coopération linguistique et éducative de l'Institut français d'Allemagne et par la Commission d'indemnisation des victimes de spoliation basée à l'ambassade de France en Allemagne. Pour la première fois, ce concours concerne toute l'Allemagne. Jusqu'alors, il était géographiquement restreint, si on peut dire. Et cette année, on est vraiment heureux de l'ouvrir à tous les écoliers d'Allemagne. Du coup, moi, je suis Émilie Laborel, je travaille au Bureau de la coopération linguistique et éducative, et aujourd'hui, on est accompagné de Franca Günther, qui est référente du projet pour l'Institut, de Julien Aquatella, qui nous rejoindra un tout petit peu plus tard, de la Commission d'indemnisation des victimes de spoliation, et de Kai Sauer, qui est professeur à Weimar, et je laisserai tout le monde se présenter en bonne et due forme un peu plus tard. Du coup, le déroulé, aujourd'hui, on a beaucoup de points à voir. D'abord, on va revenir sur la genèse du concours avec Franca. Ensuite, toujours avec Franca, on ira voir un petit peu comment travailler les archives avec les élèves en classe grâce à l'exemple des archives d'Arolsen, et ce sera en allemand. Ensuite, avec Monsieur Sauer, on fera un petit retour d'expérience pour voir comment ça se passe en salle de classe quand on fait le concours Unsere Geschichte, notre histoire. Ensuite, avec Julien Aquatella, on verra quelques exemples de contributions pour voir ce qu'il est possible de faire. On regardera aussi quelles autres ressources s'offrent à vous pour mener à bien le projet en classe. Et enfin, on parlera un petit peu du calendrier, des informations et on prendra toutes les questions que vous avez. Du coup, Franca, je vais te laisser présenter le concours. Oui, bonjour et merci Émilie. Merci surtout Émilie, merci au service de l'ambassade de m'avoir donné, enfin de nous avoir donné l'occasion de présenter ce concours et merci à vous tous qui vous êtes inscrits aujourd'hui et qui avez la curiosité de découvrir ce concours. Je suis donc Franca Günther et j'ai eu le plaisir de diriger l'Institut français de Thuringe de 2020 à 2022. Je ne suis pas historienne, mais je m'intéresse à l'histoire et je travaille pour le Mémorial de Buchenwald depuis environ 35 ans et je suis originaire de Weimar, je vis à Weimar et j'ai lancé ici un festival de l'histoire, les rendez-vous de Weimar avec l'histoire. Et alors donc, j'ai créé ce concours en 2021. Un concours de circonstances a fait que c'était exactement la 60e année de la création du grand concours de la résistance en France. On s'est donné ce logo et on a donné le nom de Bertrand Hertz à ce concours. Bertrand Hertz était déporté à l'âge de 14 ans avec sa famille
euh, puisque la famille était juive. Bertrand Hertz et son père, enfin Bertrand Hertz et sa famille ont quitté Toulouse par le dernier convoi qui les a déportés en Allemagne. Donc c'était en juillet 1944. Et Bertrand Hertz et son père ont été déportés au camp de Buchenwald et ensuite au commando de Niederorschel où son père est mort. Sa mère et sa sœur ont été déportées au camp de Ravensbrück où sa mère est morte à Noël 1944. Bertrand Hertz a donc retrouvé sa sœur, mais tous les deux sont rentrés de déportation orphelins. Il n'a pas parlé de son parcours de déporté pendant 50 ans et ce n'est que quand il a pris sa retraite qu'il a commencé à s'engager pour la mémoire de la déportation et au début des années 2000, il est devenu président du comité international Buchenwald-Dora. Nous avons ici quelques photos. Donc, Bertrand Hertz à son retour de déportation, quand il a eu 15 ans. Bertrand Hertz, quand il a accueilli Barack Obama à Buchenwald avec Angela Merkel, qui est un peu cachée derrière Elie Wiesel. Et la suite des photos, un Bertrand Hertz souriant lors des commémorations à Weimar en 2014 et Bertrand Hertz qui qui a écrit ses mémoires et que j'ai eu le plaisir de traduire et de présenter avec lui dans la salle du château de Weimar en 2015. Alors donc, mais pourquoi avoir lancé ce concours? Qu'est-ce qu'est ce concours? Euh, Ce concours, donc on lance la carte des commandos des camps de concentration en Allemagne. Ce concours est une invitation à tous les élèves apprenant le français des classes 9, des 9e jusqu'au 11e, donc des élèves qui ont entre 15 et 17 ans, qui sont invités donc à rechercher les traces des anciens déportés français, hommes et femmes, des prisonniers de guerre et des STO, hommes ou femmes, pareil, en Allemagne et de faire ça directement devant chez eux, donc dans la région, dans la ville ou dans le village où ils habitent. Pourquoi ce choix de leur demander de faire des recherches de ces traces directement devant chez eux? Premièrement, première raison qui a motivé ce choix, c'est de leur faire prendre conscience du fait que toutes les régions, presque toutes les villes, et beaucoup de villages en Allemagne ont été concernés et que la déportation n'a pas eu lieu seulement dans les grands camps de concentration qu'on connaît, dans les grands camps de concentration comme Sachsenhausen, Ravensbrück, que vous voyez ici, Dora ou Dachau, mais que le réseau des commandos extérieurs de ces grands camps de concentration a concerné vraiment toutes les régions en Allemagne. Ici, sur le premier slide, on voit on voit les grands camps de concentration, mais on voit que quelques-uns de ces commandos extérieurs. Si on passe au slide suivant, on voit rien que pour le camp de concentration de Buchenwald, qu'on voit au milieu, euh, tous les commandos extérieurs où étaient déportés, euh, y compris des Français et des Françaises. Donc, il y en a eu 139 commandos extérieurs rien que pour Buchenwald. Il y a donc matière à faire des recherches dans des villes ou des villages en Allemagne pour se rendre compte que cette partie de l'histoire franco-allemande concerne y compris la région dans laquelle les élèves vivent. Donc ça, c'était une première raison qui a motivé le lancement de ce concours. La deuxième raison, c'était pour faire prendre conscience aux élèves du fait que ces déportés étaient à peine plus âgés que eux-mêmes. Et comme le montre l'exemple de Bertrand Hertz, il avait 14 ans au moment de la déportation, 15 ans quand il est rentré. Et je vais présenter tout à l'heure le site des archives d'Haraldsen qui forme une base de données formidable sur lesquelles on peut s'appuyer
en donnant le nom d'un déporté pour rechercher des données personnelles et pour écrire une biographie. Et alors les élèves, on les invite à réfléchir à la situation historique dans laquelle cette déportation s'est faite et se rendre compte, donc, en écrivant la biographie, que le déporté, souvent, était à peine plus âgé qu'eux-mêmes. Ce qui est valable pour donc le réseau des commandos extérieurs des camps de concentration en Allemagne, un réseau vaste et étendu, est d'autant plus valable pour les STO, pour les travailleurs forcés. Euh, le réseau des camps de travail est encore bien plus grand et plus dense à travers toute l'Allemagne. Euh, il y a eu quelques 600 000 STO et requis au travail forcé qui sont partis de la France pour travailler dans les camps de travail en Allemagne. Et donc vraiment sur les 600 000 hommes et femmes, toute l'Allemagne a connu ce phénomène. Euh, et contrairement aux déportés qui étaient tenus à l'écart, qui étaient enfermés derrière des barbelés dans des conditions qu'on connaît, les STO, les travailleurs forcés, ont été intégrés. Ils étaient également dans des camps, mais ils ont été incorporés, intégrés dans le quotidien des Allemands. Ils ont travaillé à côté des ouvriers dans les usines ou sur les champs en Allemagne. Et cette recherche autour du travail forcé en Allemagne est une recherche jeune, lancée il y a une vingtaine d'années. Il y a encore beaucoup de choses à trouver. Et nous avons fait l'expérience lors de la dernière édition de ce concours que quand des élèves vont à la recherche des traces des travailleurs forcés, par exemple, dans leur village, ils vont poser des questions dans leur famille et peut-être que ils arrivent à faire ouvrir, à faire sortir des archives privées, des informations qui d'abord leur donneront satisfaction parce que ils vont pouvoir contribuer, apprendre quelque chose de nouveau et pouvoir contribuer à la recherche, et en même temps les résultats de leur recherche peuvent intéresser au plus haut point les chercheurs qui s'occupent dans les centres de recherche du travail forcé. Alors, un dernier point que propose donc ce concours, ce sont les plaques commémoratives ou les monuments aux morts érigés dans les années 50, le long, par exemple, des marches de la mort. Et les marches de la mort, pareil, ça traverse toute l'Allemagne. Il y en a un peu partout et souvent, dans les années 50, on a commémoré ce qui s'est passé à cet endroit précis sans savoir qui était concerné. Donc, ces victimes inconnues de la violence nazie ont été commémorées comme on était capable de le faire à l'époque dans les années 50. Entre-temps, on a beaucoup d'archives qui sont accessibles et on pourrait essayer d'inviter ces jeunes, ces élèves, d'aller rechercher dans les archives accessibles aujourd'hui s'ils ne trouvent pas des informations pour donner une identité à un victime ou une victime inconnue. Euh, voilà, donc le défi est donné, mais je crois que enfin, les trois premières éditions l'ont montré que l'intérêt est certes et affirmé, notamment quand les élèves peuvent trouver des renseignements, quand ils écrivent une biographie et quand ils travaillent le contexte historique à l'école. Et donc, je suis plus que ravie de voir ce concours s'ouvrir sur toute l'Allemagne et je suis évidemment là pour l'accompagner. Voilà, Émilie, pour la présentation, ce serait ça.
c'est le moment où nos collègues de la CIVS devaient se présenter, mais malheureusement, ils ne sont pas encore arrivés, donc je vais prendre la main pendant quelques minutes. Donc, ce n'est pas mon bureau, mais je vais parler de ces collègues qui travaillent avec nous à l'ambassade sur des sujets extrêmement passionnants et importants. Donc, c'est la commission d'indemnisation des victimes de spoliation. Ils ont plusieurs missions. La première, originelle, c'est l'indemnisation et la restitution des biens culturels spoliés sous l'occupation. Donc, c'est tout un travail de recherche, rechercher les œuvres et rechercher les familles, prise de contact, etc. Ils font aussi un grand travail de mémoire tourné vers la jeunesse. C'est le cas, par exemple, en organisant à l'ambassade, mais pas que, aussi en établissement et même dans d'autres villes que Berlin, des rencontres avec des grands témoins de la Shoah, des grands témoins de la résistance qui viennent donner un témoignage en français et surtout répondre aux questions des jeunes. Souvent, c'est des jeunes entre 15 et 18 ans. Il y a que des bonnes questions, aucun tabou. Donc, c'est des rencontres qu'on propose quelques fois dans l'année. Et tout ça, c'est sur notre newsletter. Et la dernière action de la CIBS qu'on présente aujourd'hui, c'est donc le concours Notre Histoire, Unsere Geschichte, Bertrand Hertz. Du coup, c'est une initiative que la CIBS juge indispensable parce que la jeunesse a un grand intérêt pour l'histoire et la mémoire et aussi parce que le travail de recherche permet un travail en profondeur sur l'histoire franco-allemande, les valeurs, etc. Donc voilà. On espère que Julien Aquatella, donc de la CIBS, nous rejoindra bientôt. Et je Mais il crois est que là, Franca... Ah, il il est est là, là. il est là, il est là, Émilie. Il est là. Il n'est pas là. Bon, je le vois, mais bon, il parlera tout à l'heure. Oui. Du coup, Franca, je vais te laisser présenter les Ok. archives d'Arolsen, qui Mhm. sont le premier exemple de ressources qu'on peut utiliser. Et ce sera une partie en allemand. Voilà. Je, voilà, je partage mon écran. Euh, voilà. So, ich hoffe, ihr seht jetzt alle, Sie sehen alle meinen Bildschirm, richtig, Emily? Alles gut? Ich denke schon. Ja, das geht. Okay, perfekt. Also, ich möchte Ihnen ganz kurz zeigen, welche Möglichkeiten Sie haben, über dieses Archiv von Arolsen Informationen zu finden, in erster Linie über ehemalige Häftlinge, aber auch über Zwangsarbeiter. Also, Sie geben quasi Arolsen-Archiv im Plural org ein. Dann kommen Sie auf diese Seite hier. Dann haben Sie hier auf der rechten Seite zum Online-Archiv. Dann gehen Sie ins Online-Archiv und dann kommen Sie auf diese Seite und dann geht normalerweise jetzt ein Fenster auf. Da ist es schon. Und dieses Fenster, das sind die Nutzungsbedingungen. Wir haben hier ja mit persönlichen Daten zu tun, deswegen müssen Sie hier die Einverständniserklärung geben. Ich stimme zu. Und dann haben Sie hier quasi das Archiv von Arolsen digital vor sich. Sie können hier einen Namen eingeben. Also Sie können hier oben den Namen eines ehemaligen Häftlings oder eines Zwangsarbeiters eingeben, den Sie suchen. Am besten ist es immer, weil da findet man denjenigen am schnellsten, weil doch die Schreibweisen mitunter schwierig sind. Am schnellsten geht es, wenn Sie die Häftlingsnummer haben und die Häftlingsnummer eingeben. Ich habe jetzt mal ein Beispiel rausgesucht und mitgebracht. Da habe ich eine Nummer 21.448. 21.448. Gehe auf Suche, dann sucht er. Und unter Personen sagt er mir, er hat 18 Datensätze gefunden. So, dann lasse ich mir alle Ergebnisse anzeigen und ich suche meinen 21.448. Hier unten Raymond Renault. Hier steht ein Geburtsdatum, das klicke ich an und dann habe ich auf der rechten Seite die Informationen,
die Inhaftierungsdokumente, die aus dem Konzentrationslager Buchenwald für Raymond Renaud vorhanden sind. Das heißt, das habe ich insgesamt 8 Dokumente und jedes Dokument ist mit Vorder- und Rückseite hier abgebildet. Also nicht erstaunen, es ist immer die Vorder- und die Rückseite auch. Ich klicke drauf, dann geht das Bild in groß auf und das ist aber nur der Umschlag, also es ist kein Originaldokument, das ist der Umschlag, auf dem ich schon mal lesen kann, Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort und seine Häftlingsnummer und es gibt 7 Dokumente, also dieser Umschlag plus 7 weitere Dokumente. Ich klicke auf Weiter, das ist nur die Rückseite, so und jetzt komme ich zu dem, was dann die originalen Dokumente aus der Haftzeit sind. Hier aus diesen Dokumenten lese ich die Informationen über seine Haftnummer, hier oben rechts, rotes, also politischer Häftling, rotes Dreieck mit einem F in der Mitte, also Franzose. Dann habe ich hier seinen Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Geburtsort, ledig, Kinder, in dem Moment keine. Seinen Wohnort, Département Saône-et-Loire steht noch dahinter handschriftlich. Dann die Adresse, Religion, glaubenslos, Staatsangehörigkeit Französisch, Wohnort von Angehörigen, hier haben wir die Mutter, eingewiesen am 18.09.1943 von der Sicherheitspolizei Paris in KL, Konzentrationslager Buchenwald, als politischer Franzose. Dann haben wir hier auf der rechten Seite ein paar Angaben zu seiner Person. Die gibt es nicht bei allen Häftlingskarten, aber hier gibt es die. Da haben wir die Erfahrung gemacht, dass Jugendliche, die sich damit beschäftigen, ganz besonders, also dass ihnen das dabei hilft, ein Bild entstehen zu lassen, weil das ist ja eine Ausnahme eher, nicht auf allen, also eher auf den wenigsten Karteikarten ist tatsächlich auch ein Foto des Häftlings abgebildet. Hier bei Raymond Renaud wissen wir also, wie er ausgesehen hat, als er in Buchenwald eingeliefert worden ist. Die Rückseite dieser Häftlingskarteikarte, Häftlingspersonalkarte, da findet man oft handschriftlich eingetragen den erlernten Beruf. Das ist also noch eine zusätzliche Information. Dann gibt es manchmal, aus welchen SS-internen Gründen auch immer, noch eine zweite Häftlingspersonalkarte. Da kann man vergleichen, ob man dieselben Informationen findet oder kann vielleicht komplettieren. Hier sehen wir, die andere Häftlingskarteikarte ist kompletter. Hier auch wieder Tischler, erlernter Beruf auf der Rückseite. So, das ist die sogenannte Effektenkarte. Hier haben wir die Karte, die ausgefüllt wurde, als der Häftling im Konzentrationslager Buchenwald ankam. Und man hat ihm alles abgenommen und verzeichnet, was er bei seiner Ankunft abgeben musste. Also neben den schon vorhandenen, also den uns schon bekannten Informationen oben im Kopfbereich, haben wir also hier vor allen Dingen den Eintrag all der Dinge, die Raymond Renaud bei sich hatte, in dem Moment, als er in Buchenwald ankam und die er in der Effektenkammer abgeben musste, deshalb Effektenkarte. Das Bemerkenswerte an diesen Effektenkarten ist, es ist das einzige SS-Dokument, was ich kenne, zumindest von Buchenwald, wo man die persönliche Handschrift sieht des Häftlings. Hier unten auf der linken Seite, Raymond Renaud, persönlich unterschrieben. Das ist oft hilfreich, wenn es Probleme gibt, verschiedene Schreibweisen von einem Häftlingsnamen zu haben. Also dann kann man sich immer hier auf der Effektenkarte daran orientieren, wie hat denn der Häftling selber unterschrieben. Ähm, und auf der Rückseite gibt es hier ein Datum, 23. April 1945. Bezeichnete Sachen habe ich zurückerhalten am 23. April. Das lässt darauf schließen, dass der Häftling überlebt hat und dass er eben nach der Befreiung des KZ Buchenwald am 11. April 1945, am 23. April seine Sachen auch wieder zurückerhalten hat. Normalerweise hätte er jetzt hier noch unterschreiben müssen, deswegen ähm, ist also auch so ein Dokument immer auch mit einem kleinen bisschen Vorsicht zu genießen. Wir wissen, dass Raymond Renaud überlebt hat, weil wir wissen, dass er vor einem Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert hat.
Und deswegen hat er hier seine Sachen zurückerhalten. Aber da er nicht unterschrieben hat, ist das mitunter mit einem Fragezeichen zu versehen. Die nächste Karte ist die Posteingangskarte. Das heißt, nur Häftlinge, die Post, also Briefe von zu Hause, einen Brief pro Monat erhalten durften und senden durften, die hatten so eine Postkarte. Und hier haben wir neben den Informationen zu seiner Post, also er hat selbst keinen Briefe erhalten und keinen Brief geschickt, deswegen steht hier unten nichts drin in den beiden Abschnitten. Und wir haben aber hier oben neben den uns schon bekannten Informationen ganz oben rechts eine kleine Zahl, das ist die 40. Und das ist der Block, in dem sich Raymond Renaud aufgehalten hat, der Block, der Häftlingsblock im Konzentrationslager Buchenwald. Also eine neue Information. Das ist die Rückseite. Dann haben wir hier noch die Geldkarte und jetzt kann ich noch etwas anderes zeigen. Wir haben hier unten ein paar Zeichen, also man kann das vergrößern, man kann sich das größer ziehen hier, damit man es besser lesen kann. Und dann geht man mit der Hand drauf und kann sich das quasi von oben nach unten schieben und zurück. Damit man es einfach besser lesen kann. Man sieht, am 23.09. Hat er 190, ich gehe mal davon aus, dass das französische Francs sind, die er bei sich hatte und abgegeben hat. Dann sind am 8. Oktober ist noch mal Geld dazugekommen und am 21.11. hat er Geld erhalten, ausgezahlt erhalten. Also das ist die Geldkarte und dann haben wir eine Karte, wo ich Ihnen nicht sagen kann, aber es ist, also wozu es notwendig war oder wozu die aufgestellt wurde, aber es sind auch keine neuen Informationen hier enthalten. Dann haben wir noch eine Sache, die ist wirklich interessant und das ist die Kommandokarte. Hier haben wir neben den Informationen zur Haftnummer, Name, Vorname, sein Beruf, hier wieder die 40, sein Block. Hier haben wir unten KDO-Kommando. Die erste Zahl bedeutet immer ein Datum. Er ist 1943 in Buchenwald angekommen, also 18. Oktober 1943 ist er in das Kommando 88 gekommen. Und das Kommando 88, darüber gibt es eine Liste, die ich Ihnen gerne zur Verfügung stelle oder Ihnen die Auskunft gebe. Das Kommando 88 sind die Gustloff-Werke. So. Und wenn man jetzt zum Beispiel, gehe ich auf die Häftlingspersonalkarte nochmal zurück, wenn man diese Informationen noch vertiefen möchte, dann kann man sieht hier, ist am 15.07.23 in Palange geboren. Und man kann jetzt das Standesamt in Palange anschreiben und kann um eine Kopie der Geburtsurkunde bitten. In französischen Standesämtern ist es oft einfach und viele sind digitalisiert, solchen Auszug aus dem Geburtsregister zu bekommen. Und man hat oft auf diesen Geburtsregistereinträgen die Information darüber, wann jemand geheiratet hat, ob der Angehörige, also die Frau oder der Mann verstorben ist, ob es Kinder gibt und man hat die Daten und Orte dazu. Also man hat auch da dann noch weitere Informationen über den Häftling, der, wenn er überlebt hat, dann nach Frankreich zurückgekehrt ist. Soweit zu dem Archiv von Arolsen. Très bien, merci Franca. Maintenant, on va donc passer à notre moment retour d'expérience avec un professeur qui a donc déjà participé au concours. Donc, c'est Monsieur Zauer qui est présent avec nous. Déjà, merci d'être ici pour partager vos retours sur le concours en tant que professeur. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, d'accord. Alors, je m'appelle Kai Zauer. Je suis professeur de français et d'histoire au Humboldt-Gymnasium à Weimar. Et je travaille avec des élèves souvent qui sont dans une section bilingue, donc qui apprennent le français comme première langue, mais il faut tout de suite dire ce n'est pas du tout nécessaire pour pouvoir participer au concours.
Euh, Peut-être une petite information sur notre participation. J'ai participé, il y a trois de mes élèves de première, classe 11, qui ont participé, donc pas toute une classe, qui sont partis sur une plaque commémorative dans mon village et dont l'histoire n'était plus connue et qui ont essayé de faire des recherches. Il y avait juste un nom d'un Français qui était connu. Et on était presque sur un point d'abandonner parce qu'on n'a pratiquement rien trouvé. Quand nous sommes tombés sur une documentation, on a trouvé une histoire assez extraordinaire d'un réfugié de Buchenwald qui s'est caché dans notre village et aussi des noms de travailleurs forcés. Et c'est donc ainsi qu'à la fin, on a eu des résultats intéressants qu'on a même pu présenter au public dans notre village. D'accord. On reviendra sur cette notion donc de données, de quantité de données et qu'est-ce qu'on peut présenter avec quelles données. Mais avant ça, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, est-ce que vous avez intégré le projet au cours d'histoire et ou de français, ou est-ce que vous y avez dédié des heures supplémentaires, ou alors vous avez trouvé par exemple, est-ce qu'il y avait une project Voreux qui s'est prêté, quelque chose comme ça? Comment est-ce que vous avez fonctionné? Alors moi, comme j'ai voulu travailler avec des élèves de la classe 11 qui ont un emploi de temps assez chargé, je leur avais demandé qui était intéressé, donc il y en avait trois. Et c'est-à-dire que essentiellement, on a travaillé en dehors des cours, mais pas avec beaucoup d'heures supplémentaires. C'était plutôt des petites rencontres surtout. Pendant la récré, par exemple, pour organiser le travail et juste quelques rendez-vous l'après-midi. Donc, c'était pas euh, trop long les rencontres. Euh, Ça dépend, bien sûr, on peut aussi intégrer ça, on peut faire ça avec toute une classe, faire des groupes. Donc, il y a beaucoup de possibilités qui sont possibles. Euh, je pense qu'il est important de compter, de se rendre compte de ce que c'est un travail à moyen terme. Faire des recherches, ça prend du temps et donc un project, ce serait quelque chose où, quand on a déjà des résultats que l'on veut, à qui on veut donner une forme pour les présenter. Mais sinon, il faut compter certainement, disons, quelques mois où on revient toujours au travail et on attend des réponses. D'accord, donc c'est plutôt un travail qu'on étale sur quelques mois, voire sur un semestre. Et du coup, vous nous avez expliqué que vous vous étiez lancé dans le concours grâce à une plaque commémorative. C'est quoi les autres moyens pour se lancer, pour trouver un profil, trouver une biographie? Alors, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un sur place qui donne des conseils, qui se connaît dans le sujet, ou bien de s'adresser au Tranca-Günther. Mais bien sûr, les musées, les archives sur place sont aussi des lieux à qui on peut s'adresser et qui sont souvent peuvent déjà des pistes euh, pour le travail, peut-être déjà des documents ça, c'est quelque chose de très important parce que nous sommes vraiment partis à zéro. Et au début, c'était vraiment c'était assez dur de tenir le coup. D'accord. Et comment on trouve ensuite du coup des informations à part par la personne référente? Oui, alors, nous sommes adressés à de différentes archives. L'archive du mémorial de Buchenwald, l'archive de la commune, de la région. Euh, Nous sommes aussi adressés à des archives françaises au moment où nous avions des noms. Et comme Franck a dit, c'était assez simple d'avoir dans la suite des documents, des informations. Euh, et puis, oui, donc c'est cette recherche qui est le plus important, qui exige aussi que les élèves soient encadrés parce que le travail avec des archives, c'est autre chose. Ils ne connaissent pas normalement. Il faut leur donc expliquer un peu que ce n'est pas une bibliothèque, qu'il y a une différence, d'éviter de généraliser les résultats.
ce genre de choses. Mais ce qui est en même temps très, très intéressant et enrichissant. Et justement, quel genre de tâches on peut donner aux élèves pour qu'ils complètent le projet, pour qu'ils le mènent à bien? Oui, alors bien sûr, au début, il faut faire des recherches plutôt générales, s'approcher du sujet, du travail forcé, de la guerre. Ça dépend du groupe, de la classe où ils sont en histoire. Il faut s'organiser en groupe, soit en petits groupes ou dans plusieurs groupes, euh, aussi avec une certaine autonomie et aussi avec beaucoup de responsabilité de l'individu, parce que le tout, le résultat pour le groupe dépend de ce que l'individu apporte. Euh, oui, j'ai parlé des recherches aux archives. Euh, il y a aussi les interviews qui sont importants. Par exemple, chez nous au village, ça demande aussi un petit peu d'expérience et de quelqu'un qui aide, qui encadre peut-être. Et c'est pas nécessairement des profs, ça peut aussi être quelqu'un dans un musée, un archive, ou quelqu'un d'intéressé dans le lieu où on habite. Euh, voilà. Euh, oui, en gros, c'est ça. Et finalement, mais nous parlerons certainement encore de ça, c'est la décision pour la forme de la présentation. Oui. Alors oui, justement, comment on passe donc d'une récolte de données à une production finale? Comment on choisit le format qui est libre, hein, on le rappelle? Comment ça se passe? Oui, cette liberté, c'est quelque chose qui est superbe et en même temps, c'est un grand défi. Et bien sûr, le tout dépend beaucoup des informations que l'on a trouvées. Nous étions à un certain point, je l'ai déjà mentionné, où nous sommes demandés comment présenter quelque chose sans avoir trouvé beaucoup d'informations. Et nous étions déjà décidés de faire une sorte de dossier de recherche, documenter la recherche euh, avec le courrier, avec les archives, etc. Parce qu'en fait, aussi, quand on n'a pas beaucoup de résultats, c'est un résultat. Ça veut dire que les traces n'existent plus, qu'il n'est plus tellement facile de trouver quelque chose. Et sinon, ça dépend donc à la fin, nous avons fait une sorte de dossier, mais nous allons voir aussi d'autres formes Mm. très créatives et aussi par de différents médias. Euh, moi, j'ai toujours tendance à laisser la décision aussi aux élèves parce que ce sont eux qui ont fait le travail et qui savent, qui connaissent leurs résultats et qui ont souvent d'excellentes idées. Et quel accompagnement pédagogique et historique peut être pensé, donc que ce soit au sein de l'établissement, mais aussi dans l'équipe du projet. Donc, on a évidemment dit que Franca Günther était là pour accompagner tous les groupes. Oui, alors bien sûr, il faut un professeur d'histoire. Euh, le professeur ou celui qui parle français est bien sûr utile, mais déjà on peut bien avancer sans des compétences en français puisque beaucoup de documents se trouvent tout d'abord en Allemagne et que l'on parle d'abord à des Allemands. Donc il ne faut pas se laisser décourager s'il n'a pas tout de suite des compétences linguistiques. Et puis, quand il faut contacter des institutions en France, ou si on tombe même sur des lettres en français, par exemple, c'est toujours possible de s'adresser à un collègue de français. Donc, je pense que l'historien, c'est tout d'abord celui qui est essentiel. Ok. Et pour finir, peut-être quel est l'impact pour les élèves finalement de ce projet? Alors, mes élèves est très, bon, comme j'ai dit, très chargés et avaient besoin d'un peu de motivation de la part du prof aussi au début. Mais dès qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont sur les traces des gens qui ont existé vraiment chez nous et que ce n'étaient pas des gens du manuel scolaire et que c'était des gens de Buchenwald qui est devant la porte de notre ville, qu'il y avait des gens qui ont vécu dans ce village euh, et dont il n'est pratiquement rien connu, sauf les informations qu'ils ont ramassées eux. Ça les a motivés beaucoup.
Et donc, c'était ça la motivation. Et puis, le fait qu'ils ont pu présenter ça aussi en dehors du cadre de l'école. Il y avait des gens, beaucoup de gens d'ailleurs, qui étaient intéressés, qui les ont aussi encouragés en route de continuer. C'était ça, leur sauve-value qui était là, qui les a motivés, et d'ailleurs aussi le prof. Bon. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup. Est-ce que Du je peux coup, rajouter oui, juste une phrase concernant le évidemment. projet que Kaizawa a accompagné? Il faut quand même dire, Kyle l'a fait rapidement tout à l'heure, mais il faut quand même souligner que ces jeunes autour de Kai sont tombés en faisant des recherches sur une histoire de fuite d'un déporté de Buchenwald, une fuite réussie. Il n'y en a pas deux. En tout cas, je n'en connais aucune autre. Il y a eu des fuites, mais tous les fugitifs ont été repris et pendus. Alors que là, ils sont tombés sur l'histoire d'une fuite d'un déporté français avec l'aide de l'organisation clandestine. Euh, C'était certes à la fin de la guerre, c'était fin mars, et c'était certes pas du camp central, mais d'un commando extérieur, mais quand même, il a pu fuir avec l'aide des STO français du village de Caille et avec l'aide de la population du village. Donc c'est toute une histoire qui maintenant a débouché sur un, un chapitre intégré dans le nouveau musée sur le travail forcé qui vient d'être ouvert la semaine dernière à Weimar. Je ne sais même pas si Kai est au courant. Mais cette histoire-là a été tellement appréciée par les chercheurs du sujet que cette histoire a été intégrée au nouveau musée sur le travail forcé à Weimar. Donc, ça peut, enfin, c'est pas toujours comme ça, hein, mais ça peut être vraiment un très joli résultat. Et peut-être encore une phrase, parce que ça peut être intéressant au cadre de concours. Euh, nous sommes tombés sur cette histoire par un livre. C'était déjà documenté, mais en fait, c'était oublié. Donc même les spécialistes aux archives du mémorial de Buchenwald ne connaissaient plus cette histoire-là. Et donc, ce sont les élèves qui ont retrouvé ça, qui ont republié. Et voilà. Donc ça aussi, ça peut être intéressant de fouiller les livres, bien sûr, la littérature qui existe. Oui, donc on voit que l'impact ne se limite pas seulement au travail en classe. Maintenant, alors merci Kai déjà de nous avoir partagé tous ces conseils et cette expérience. Maintenant, je vais demander donc à Junia Aquatella qui nous a rejoint de nous présenter les certaines contributions que vous voyez un petit peu ce que vous pouvez faire en classe. Donc on va commencer avec la contribution d'un gymnasium en Thuringe sous forme de site internet. Et Franca, je te laisserai partager l'écran. À partir du moment où je ne vois plus Julien. Ah, Il est il là. est là. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je tiens vraiment à m'excuser pour le retard. Je suis très embarrassé. Ce retard est expliqué par l'accompagnement en ce moment au sein de l'ambassade d'une ancienne déportée, Madame Gisèle Flax. Donc c'est à la fois pas une excuse, mais à la fois cela illustre la diversité des actions mémorielles que nous menons au sein de l'ambassade avec l'Institut français et les différents services mémoriels culturels autour de l'archive, autour des témoins et autour d'expositions. Et je pense que, voilà, vous l'imaginez, vous savez mieux que moi comment ça se passe dans des classes, dans des écoles à la suite d'un témoignage. Donc, il était difficile de partir à l'heure prévue tant les élèves étaient passionnés et voulaient échanger encore avec notre témoin. Je referme cette parenthèse et je m'excuse encore pour le retard. Alors, effectivement, peut-être de façon générale, pour la présentation des projets, je dirais que plusieurs critères sont importants, sont retenus. D'abord, je dirais l'esprit général du projet. Est-ce que les classes, les élèves ont pris conscience de l'enjeu historique, du poids qui va avec le thème également? Est-ce que l'engagement est suffisant? Ensuite, la rigueur historique, je pense que ça a déjà été évoqué aujourd'hui. D'une part,
Bon, l'orientation vers les archives est en grande partie réalisée par Franka Günther, mais ensuite il y a le traitement des archives et puis la citation des sources, l'utilisation des archives au sens large, la rigueur historique. Euh, Ensuite, l'emploi de la langue, évidemment. Alors, on a des projets où, alors, avec des niveaux de langue extrêmement variables, je dirais qu'il y a deux enjeux. Le premier, c'est, comme M. Zawa vient de le souligner, il ne faut pas que les attentes soient placées trop haut, de façon à ce que les élèves soient effrayés et soient sur la retenue et n'osent pas finalement produire, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Donc, il faut vraiment, au contraire, inciter à la participation, à l'interactivité en français. D'un autre côté, bien sûr, saluer ou reconnaître le niveau de langue et le volume de texte produit lorsque c'est le cas. Et je dirais, voilà, il y a des bonus ou des points supplémentaires pour un élément qui nous intéresse beaucoup, c'est le caractère novateur du format. Alors, ce n'est pas l'essentiel, mais ça fait également partie des intérêts et des enjeux du discours, un enjeu qui est très important pour l'ambassade. La problématique, c'est comment renouveler les pratiques mémorielles, comment renouveler les formats dédiés aux cultures mémorielles. En tant qu'ambassade, en tant qu'institut, nous fournissons un cadre, nous essayons de contribuer aux réflexions, mais finalement, les formats sont créés de façon commune lors de projets pédagogiques. Et le but ici, c'est que ces propositions, comme vient également de le dire M. Zawar, viennent des élèves et que nous reprenions les propositions des élèves, même si dans un premier temps, c'est plutôt contre-intuitif ou justement, voilà, on essaie de favoriser également les prises de risques dès lors que la rigueur historique est respectée. Donc voilà pour le cadre général et peut-être qu'on peut passer au premier commentaire. Alors, tu veux bien présenter le site internet? Ok, donc c'est Gerstungen. Alors, tout de suite, j'y arrive. Merci bien. Alors, voilà, le Gastronomique, le site internet. Donc, évidemment, nous avons bien conscience que les outils numériques et que les présentations qui ont vocation à être mises en ligne, que ce soit sous la forme d'un site internet, d'un compte Instagram, etc., sont dans l'air du temps. Malgré tout, il ne faut pas que ce soit un simple effet poudre aux yeux. Nous veillons malgré tout à ce que la qualité rédactionnelle, la qualité de recherche prénomine dans le jugement. Et là, comme vous le voyez, il y a à la fois dans la présentation du site. J'arrive. Oui. Merci Franca, c'est déjà J'arrive. c'est déjà Voilà, très on est là, visible. ça y est, c'est bon. Voilà. Merci bien. Donc, vous voyez, il y a à la fois, je dirais, dans une mise en relation de l'archive, de la matière première, et de l'autre côté, visuellement, de l'actualité. C'est-à-dire qu'il y a une photo des élèves aux côtés de notre grand témoin Raymond Renaud, et tout de suite mise en parallèle la référence au travail historique. Donc c'est à la fois une présentation qui nous semblait très pertinente, c'est-à-dire qu'il est possible de créer un lien avec l'actualité, avec voilà, les recherches actuelles, contemporaines des élèves sur les lieux de mémoire, et de présenter en parallèle la matière archivistique, et visuellement, je dirais intuitivement, ce lien est créé. Ensuite, il y a, je dirais, une rigueur dans la présentation des faits historiques. C'est bon? C'est bon, Franca, est-ce qu'on m'entend? J'ai l'impression d'avoir été gelé pendant quelques secondes. OK, je reprends. Donc, vous avez une présentation de panneaux d'encadrés, alors d'une part, qui présentent une certaine clarté, et je pense qu'on est en mesure de présenter des informations claires et précises lorsqu'on a bien saisi le sujet et qu'on est capable de le résumer de façon efficace. Il y a ensuite, bien sûr, une présentation visuelle qui, si on se place du point de vue du public, de l'observatrice, de l'observateur dans, par exemple, une exposition qui attire l'attention, il y a un document d'archive, une photo qui tout de suite nous attire vers la lecture du document. Et puis en plus, il y a, au-delà de la performance technique, déjà, de mettre en œuvre ce dispositif-là, une rigueur dans la structure du rapport des faits. Donc il y a une lecture du matériel archivistique, c'est évident, et puis quand même un réel effort dans la restitution, dans la transcription. Une structure qui est homogène,
Vous voyez beaucoup de matière, un réel effort de compréhension et de rédaction, un souci du détail également. Euh, bon, je pense que là aussi, les élèves ont bien compris qu'il fallait s'intéresser à ce qui s'était passé après le parcours de déportation et le caractère bilingue. Alors parfois, c'est uniquement en français. Là, c'est un double effort puisque la traduction est également présentée. C'est aussi un effort à saluer, évidemment, puisque lorsqu'on se projette dans un concours franco-allemand, on aimerait idéalement que le produit de ce concours soit présenté, soit publié dans les deux langues et que ça touche le plus large public possible. Donc évidemment, dans notre contexte commun, on évite l'anglais. Et produire ça dans les deux langues, c'est idéal parce qu'on pourrait voilà, présenter cela dans différents contextes et en premier lieu vers par exemple les amicales d'anciens déportés français ou les familles qui lisent principalement le français, mais également travailler avec ce site-là en allemand. Euh, Autre remarque que nous avions notée, je dirais qu'il y a une certaine... on parlait de l'esprit du thème et de la matière. Il y a une certaine sobriété dans la présentation du site euh, qui fait en sorte que l'impression visuelle correspond, bon là c'est un avis assez subjectif, mais correspond à la solennité qu'il faut, ou en tout cas ou à l'enjeu du thème. Donc cette sobriété, cet aspect relativement classique pardon, dans le design du site reflète, selon nous, une bonne compréhension du thème et de ses enjeux actuels, politiques et aussi moraux. Parce que même s'il faut, je pense, dépasser à un certain moment l'aspect moral des choses, les élèves ont quand même bien senti et restitué de cette manière-là, plus ou moins diffuse, indirecte, euh, cet enjeu moral qui nécessairement pèse sur le concours et sur les projets. Et vous voyez ensuite la présentation de l'actualisation, je dirais, du projet et du travail historien historique, la fameuse rencontre à l'ambassade avec Raymond Renaud. Euh, Là aussi, cela nous semble cohérent dans la présentation du site. Il y a toujours sur le site internet d'une institution ou d'un projet une partie actualité, une partie Uber-Runs, qui sommes-nous, effectivement. Et là, les deux éléments ont été reliés, donc à la fois une présentation de qui nous sommes, un effort de transparence. C'est aussi une démarche scientifique. Lorsqu'on veut produire quelque chose de rigoureux, de scientifique, il faut également se présenter. Et puis, une illustration également, pour terminer, c'est mon dernier point sur ce sujet-là, une illustration de ce que le projet peut également apporter aux élèves, c'est-à-dire une rencontre avec les témoins et une visite de l'ambassade de France en Allemagne, une rencontre avec l'ambassadeur, le numéro 2 de l'ambassade, et une soirée au cours de laquelle le projet est mis à l'honneur. Voilà, j'en terminerai avec la présentation de ce projet-là. Oui, très bien, merci. Donc, c'était quand même un projet très complet. Le prochain, c'est celui du Sportgymnasium de Dresden. Donc, je vais partager le fichier. C'est un fichier PDF. Du coup, Julien, tu le Oui. connais. Voilà, Oui, le merci voici. beaucoup, Émilie. Et je dirais que voilà, ce projet lauréat était extrêmement impressionnant puisque, selon nous, il reflétait les trois principaux objectifs que nous essayons de poursuivre en commun à nos différents services avec ce projet. C'est-à-dire, d'une part, contribuer à tisser voilà, renforcer le tissu franco-allemand de la culture mémorielle. C'est également un enjeu d'éducation civique, puisqu'on sent que les élèves qui ont participé à ce projet sont vraiment engagés dans une démarche de réflexion et de consolidation de nos démocraties qui sont aujourd'hui fragilisées. Et puis, on en parlait tout à l'heure, une réelle recherche de l'innovation. Nous posons en tant qu'institution publique la question comment innover, comment intéresser les jeunes. Les jeunes ici nous donnent des réponses très efficaces. Alors vous voyez, d'une part, est-ce que l'esprit du concours, est-ce que l'esprit du thème est saisi? Clairement oui. Les élèves ont visiblement passé énormément de temps, ils ont fait des recherches poussées, détaillées au niveau de l'utilisation des archives. Oui, Franca vous a détaillé tout à l'heure l'utilisation d'Arolsen. Il y a à la fin
une liste des sources utilisées avec un QR code qui renvoie aux sources en question. Donc, à la fois penser à sourcer de façon rigoureuse, mais également à envoyer les lecteurs, le public, vers ces sources-là de façon innovante. Il y a un emploi de la langue française qui est réellement impressionnant. Il y a des textes qui sont vraiment très poussés en français. Et on voit, enfin, on constate en le lisant que les élèves sont allés au-delà des outils de traduction automatique. Il y a une langue qui est vraiment soignée et relue et corrigée. Alors je pense que ça doit être l'un des enjeux aujourd'hui dans les classes, dans les cours de langue, dans les devoirs à la maison, peut-être l'utilisation de DeepL ou d'autres outils de traduction instantanée. Là, je pense, ce qu'on a essayé de saluer également, c'est ce souci du détail et d'une langue soignée. Et puis enfin, le caractère novateur via la diversification des formats présentés. Voilà le dernier point que je souhaiterais souligner. Alors, il y a une présentation de l'archive bon, qui fonctionne, puisque l'archive, le document tel qu'il est présenté là, transporte avec lui une certaine aura qui capte l'attention du lecteur. Il y a ensuite une tentative de traduire, enfin d'intéresser sans doute un public plus jeune via une bande dessinée qui a été réalisée à la fin du document, sans pour autant que les faits historiques soient révisés ou tordus dans un sens qu'il ne faut pas. Et puis, cette forme de conversation imaginée sous la forme qu'Émilie est en train de vous présenter, sous la forme d'un journal intime basé sur les faits historiques retrouvés dans les archives. Alors, c'est, je pense, un format que l'on retrouve assez fréquemment dans les projets qui nous sont présentés, sous des formes plus ou moins réussies. Ce format du journal intime, souvent, est utilisé par les élèves via un compte Instagram créé pour l'occasion du projet, de façon plus ou moins réussie, souvent avec des anachronismes qui sont un peu embarrassants. Là, c'est un format du journal intime ou d'un échange épistolaire classique qui à la fois, et j'en terminerai là, permet duquel transparaît l'émotion, c'est-à-dire que je pense que l'un des intérêts du projet est l'identification des élèves avec ce qui s'est passé à côté de chez eux, avec des profils, des gens qui avaient leur âge, des profils qui auraient pu leur ressembler, donc l'identification qui suscite l'émotion d'un côté, et de l'autre, avec l'archive, avec le travail avec les experts, un réel travail de réflexion. Et voilà, je pense ce qu'on essaie de poursuivre avec ce type de projet, susciter la réflexion, bien entendu, en touchant quelque part à l'émotion, mais pas l'émotion seulement. Donc voilà Julien, oui. Julien, juste pour ton information, l'une des deux professeurs du Sportgymnasium Dresden participe au webinaire. Là, j'ai Eh ben, voix son script, donc voilà, elle a entendu et suivi ce que tu as dit. C'est oui, très bien. enfin, je me fais le porte-parole enfin, mon porte-parole à moi, mais je pense ne pas trahir l'esprit du jury. C'est un projet vraiment à la fois passionnant, extrêmement impressionnant. Et, euh, oui, le projet de Dresde, il y en a d'autres, vu que nous sommes encore dans une phase de développement du concours, servent de point de repère. Et ce sont des pilotes importants pour le futur du concours qui, j'en suis convaincu, sera positif. J'en aurai fini avec ces brèves présentations. Mm. Tu veux pas parler de la boîte? Non, non. Si, je peux le faire aussi si tu veux. S'il y a assez de temps. Voilà. On le voit? On le voit ou pas? On le voit bien. Effectivement, la boîte. Alors là, ce qui a particulièrement retenu notre attention, c'est son caractère original et novateur, la prise de risque des élèves, qui va de pair là également avec une rigueur historique. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail sur les archives que nous avons pu vérifier, et au lieu d'une restitution classique sur la forme d'un PowerPoint ou d'un PDF, les élèves ont décidé de mettre dans la boîte des objets et des écrits rendant compte du parcours de déportation, du déporté dont vous avez vu le nom. Donc c'est, à notre avis, un exemple réussi de projet novateur qui combine l'originalité, l'interactivité aussi, puisqu'on peut manipuler les objets,
voilà, la possibilité également de faire l'interactivité, mais également la possibilité de faire évoluer le projet. On pourrait imaginer poursuivre les recherches et ajouter des objets dans cette boîte. Pourquoi pas passer la boîte? L'idée de transmission était également présente. Pourquoi pas passer la boîte à une autre classe, dans un autre Bundesland ou dans le même collège, et probablement que cette classe ajoutera d'autres objets. Et peut-être que si on fait tourner la boîte pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, la boîte à la fin sera remplie. Et donc, ce concept de la boîte à remplir pourrait devenir, pourquoi pas, un standard et être diffusé à plus grande échelle. C'est ce qui nous a séduit, c'est ce qui nous a vraiment stimulé intellectuellement, intéressé. Voilà un autre exemple, à notre avis, très réussi. Et pour revenir sur les propos de M. Zawar, qui, qui reflète également la marge de manœuvre très importante que nous souhaitons laisser aux enseignants et aux élèves pour proposer des idées nouvelles. Très bien, merci Julien. Donc on a vu beaucoup de formats différents, donc beaucoup de choses à faire avec ce projet. Maintenant, alors il nous reste plus beaucoup de temps, donc on va un petit peu, enfin, on va tout couvrir, mais on va essayer de tenir le délai. Franca, tu vas nous présenter quelques ressources. Oui, voilà, je pense qu'on peut passer très rapidement là-dessus parce que de toute façon, Émilie, tu mets ça à la disposition de ceux et celles qui nous écoutent là. Cette liste des ressources additionnelles supplémentaires va évoluer au fur et à mesure que vous allez vous inscrire ou non. Donc là, on a juste, enfin, et vous pouvez lire tout ça et consulter tout ça une fois que vous aurez la vidéo ou le PowerPoint entre vos mains. Donc il y a donc j'ai fait une petite liste de ressources additionnelles aussi bien en Allemagne qu'en France. Pour l'instant, pour les premières éditions du concours, nous avons travaillé notamment avec les ressources concernant Buchenwald et la Thuringe et ensuite la Saxe, mais ça va évoluer et ça c'est mon travail que je vous propose de faire. Donc, si une classe de Bavière va s'inscrire et qui cherche à prendre contact avec le mémorial de Dachau, par exemple, j'ai déjà pris les premiers contacts. Je leur ai annoncé qu'il y a éventuellement ce souci ou cette volonté dans le cadre de ce concours. Et donc, comme Buchenwald, ils vont nommer un collaborateur qui va vous accompagner, un historien qui va vous accompagner, qui va accompagner vos recherches. Et ainsi de suite. Donc, cette liste va évoluer au fur et à mesure de vos inscriptions. Et quand on passe sur les STO, Émilie, non, voilà, les STO. Là, il faut savoir que les travailleurs forcés, enfin les archives sont très dispersées. On peut avoir des archives en Allemagne aussi bien dans les archives régionales que dans les archives communales, municipales, Landesarchive und Stadtarchive. Et en France, il y a on passe le slide suivant. En France, il y a donc des différents moteurs de recherche, mais il y a surtout une association avec laquelle nous venons de prendre contact qui va vous aider à chercher les données et les informations dans les archives du département, en fait. Donc, vous serez accompagné pour vos recherches dans les archives. Alors, dernier point, les prisonniers de guerre. Là, effectivement, le site internet Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge est très, très bien fait. Et chaque Bundesland a donc une représentation à laquelle vous pouvez vous adresser et qui vont vous accompagner dans vos recherches. Par ailleurs, il y a donc un site prisonnier de guerre français, un site français, voilà. Voilà, mais ça, vous pouvez faire ça tranquillement. Et surtout, donc, ce qu'on rappelle, c'est que si on a des questions ou besoin d'accéder enfin, de trouver des archives,
on peut te contacter, Franca. Ton email est sur la page web, sur la page du concours sur le site de l'Institut français d'Allemagne. En tout cas, merci pour ce partage des ressources. Pour finir, on va revenir sur les informations pratiques, le calendrier, et puis on aura un petit temps de questions-réponses. Du coup, ce concours, comme on l'a dit, c'est un concours pour les élèves qui sont en classe 9, 10 ou 11, qui apprennent le français. Comme Monsieur Zauer l'a dit, pas besoin d'un gros niveau de français, même si c'est bien d'avoir une affinité avec la langue. Les élèves peuvent participer seuls, en petits groupes ou en classe entière. C'est selon les envies des élèves et des professeurs et aussi la manière dont ils peuvent s'organiser en classe. Du coup, on en a déjà parlé, mais on va revenir sur l'encadrement pédagogique et historique car il est très, très important. C'est bien qu'il y ait au moins un enseignant, voire plusieurs. Évidemment, la combinaison idéale, c'est un prof d'histoire, un prof de français, mais il y a des constellations différentes qui peuvent se mettre en place. Franca Günther est donc là pour répondre à toutes vos questions, mais aussi vous mettre en lien avec des médiateurs de musées, d'archives, dont c'est en fait le travail de faire de la médiation et qui sauront répondre à vos besoins. Et il y a un guide pédagogique qui a été rédigé, qui est à votre disposition si vous en avez besoin, encore une fois, sur demande auprès de Franca. Du coup, comme on l'a déjà dit, ce qu'on attend, donc, c'est des recherches biographiques sur le destin d'un déporté ou d'un travailleur forcé français dans l'environnement géographique proche des élèves. Il faut donc faire des recherches dans des archives sur place ou en ligne en Allemagne et en France et produire un résultat de recherche qui peut être donc en français, en allemand, numérique, analogue, vraiment le format est libre. C'est aux élèves et aux professeurs de décider. On l'a vraiment vu lorsque Julien présentait les contributions. On peut faire de tout. Et comme l'a dit Monsieur Zauer, quand il n'y a pas de résultat, c'est aussi un résultat. On peut transformer cette absence de données en résultat, en contribution. Du coup, les critères d'évaluation sont affichés à l'écran en ce moment. On en a déjà parlé, mais on va les relire ensemble rapidement. L'exactitude historique, la qualité du travail avec les sources, l'apport à la recherche historique, l'autonomie et l'engagement, la sensibilité interculturelle, franco-allemande notamment, la qualité et la cohérence de la présentation et le processus de travail et la méthodologie employée. Il y a 2 points bonus, l'un pour l'utilisation du français, l'autre pour la créativité. Au niveau du calendrier, donc les inscriptions sont ouvertes et elles le sont jusqu'au 31 octobre 2024 par email et le contact c'est Franca Günther, encore une fois. Son email s'affiche en bas de l'écran et l'envoi des contributions se fait par email, donc toujours avec le contact de Franca, ou par la poste à l'Institut français de Leipzig avant le 1er mars 2025. Donc, quand vous envoyez vos contributions, c'est important, notamment si c'est par email en version numérisée, de les envoyer bien légendés avec toutes les descriptions nécessaires pour que le jury puisse les évaluer au mieux. Et la jury se réunira au cours du mois de mars 2025 pour évaluer les contributions et délibérer. Et l'annonce des résultats et les prix, ce sera donc le mois d'après, en avril 2025. Et maintenant, du coup, on se demande qui a-t-il à gagner. En premier, on peut gagner on est invité à venir à l'ambassade lors d'une réception. Le deuxième prix, c'est une visite guidée d'un mémorial, d'un ancien camp de concentration ou d'un musée ou d'une exposition en rapport avec le projet. Ce sera à voir selon qui est le gagnant et toujours avec Franca, on pourra répondre à certaines demandes. Et le troisième prix, ce sera donc un livre pour la classe participante. Voilà. Peut-être Franca, tu veux compléter mon propos?
Très bien. Il nous reste quelques minutes pour les questions. Pour l'instant, je vois que on n'en a pas. C'est pas grave parce que encore une fois, il y a le contact de Franca sur le site internet. Vous pouvez contacter toute l'équipe de l'Institut, enfin du Bureau de la coopération linguistique et éducative et aussi la CIVS si vous avez des questions. Non, je vois qu'on n'a pas de questions. Du coup, j'aimerais remercier tous nos intervenants, donc Franca, Julien, Monsieur Zauer. Merci pour votre temps. Chers professeurs, si vous voulez en savoir plus sur nos projets, être tenu au courant de ce qui se passe au niveau de la coopération linguistique et éducative, mais aussi des activités à dimension éducative de la commission d'indemnisation des victimes de spoliation, je vous invite à nous suivre sur notre newsletter. C'est là-bas qu'on relaie la plupart des informations. Voilà, donc je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Du coup, merci à tous pour ce super webinaire. Encore une fois, il sera disponible sur YouTube, sur notre chaîne YouTube Le Coin des Profs. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos commentaires, vos demandes. Et on espère voir surtout les contributions de vos élèves d'ici quelques mois dans nos boîtes mail ou dans la boîte aux lettres de l'Institut français de l'AFC.